Salut les artistes en herbe, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de ma formation Théorie des couleurs. Dans cet extrait, vous allez apprendre, ou en tout cas peut-être réviser, certains principes de contraste. Et pas forcément des contrastes de valeur, mais les contrastes de tout. Vous allez voir, je parle vraiment de tout là-dedans. Mais avant de vous proposer cet extrait, je vous conseille d'être bien attentif. Parce que dans cette vidéo, vous allez voir, pendant quelques centièmes de seconde, vous allez voir une question apparaître sur votre écran. Je vous conseille de faire pause, de lire la question, d'aller sur mon blog, de trouver la réponse, de revenir sur YouTube et de mettre la réponse en commentaire. Le premier ou la première qui trouve la réponse juste va gagner cette formation Théorie des couleurs. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Avant de passer un peu à la pratique, on va parler des contrastes. Le contraste, c'est un outil de composition. Ça a été utilisé par des artistes comme Caravaggio. Caravaggio qui était l'un des premiers à utiliser le contraste de lumière et les lumières directionnelles de façon assez narrative et vraiment dramatique. Contrairement aux harmonies de couleurs, l'harmonie de couleurs qui est une espèce de conséquence en fait de l'utilisation des couleurs, une image est harmonieuse ou pas dans les couleurs. Le contraste est vraiment un outil, il faut voir ça comme un outil de composition. C'est ce qui va nous permettre de guider le regard. Sur cette peinture, même si on n'a aucune connaissance religieuse, on voit, en tant qu'individu lambda, on voit où sont les zones de contraste. Et ici, les plus grosses zones de contraste, il suffit de plisser les yeux, vous allez voir, les zones de contraste sont au niveau de la main et des visages aussi. Les visages sont descriptifs, ils vont permettre de faire tourner le regard. Ici, on va tourner le regard par là-bas. Et la fin de la composition, enfin en tout cas la fin de la lecture, arrive ici, dans le trou. Ici aussi, il y a une autre direction, mais encore une fois, ça c'est de la composition, c'est des principes de composition. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Là, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la nature de la lumière et où sont les points focaux, c'est-à-dire les points de plus haut contraste, ou en tout cas les points qui vont nous attirer le regard. Encore une fois, le contraste, et il peut y avoir plusieurs types de contrastes. Il y a des contrastes de teinte, des contrastes de valeur, ici comme ici par exemple, des contrastes de saturation, des contrastes de température. Un contraste, c'est une différence notable dans une image. Peu importe ce que c'est peut être, c'est pas forcément que les couleurs, ça peut être aussi la pose d'un personnage par exemple par rapport à un autre, ou la disposition d'un objet par rapport à un autre. Le contraste et l'harmonie sont vraiment deux choses différentes. On peut utiliser le contraste pour des fins compositionnelles, mais l'harmonie c'est une conséquence en fait de l'utilisation des couleurs. Si une image est harmonieuse dans les couleurs, c'est vraiment parce que l'auteur a voulu que ce soit harmonieux, ou en tout cas a fait en sorte qu'il y ait un certain équilibre. Mais on peut utiliser et le contraste et l'harmonie des couleurs, c'est pas incompatible. Un contraste, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire vraiment une différence visuelle qui va attirer l'œil, tout simplement. Dans cet exemple de John Singer Sargent, on se rend compte comment la peau a été traitée. Quelque chose me dit que si j'avais été dans cette pièce ce jour-là, je me serais pas vraiment rendu compte que la peau du modèle était aussi claire. Mais je pense que John Singer Sargent est non seulement un maître des couleurs, mais aussi un maître de la lumière surtout. Et ici, il a choisi de peindre la peau très laiteuse, très claire. Donc c'est tout à fait voulu de la part de l'artiste d'avoir mis ça en scène. Et vous voyez comme c'est important ici dans cette peinture, ce mouvement entre la tête, les bras, et on voit vraiment un espèce de triangle un peu déformé qui se dessine, et aussi c'est un sens de lecture, donc là c'est une boucle à l'infini. On reste complètement ici, on va chercher toujours en premier lieu les contrastes les plus forts, et ici les contrastes les plus forts sont au niveau du buste ici, sont au niveau du front et des cheveux, sont au niveau des bras et d'espèces d'épaulettes ici. C'est vraiment important de comprendre tout ça, et quand vous regardez une image, posez-vous la question de où est-ce que j'ai mis mes yeux, où est-ce que j'ai focalisez mon attention pendant les premières secondes, et vous allez vous rendre compte que à chaque fois que vous voyez une nouvelle image, vous allez surtout aller tout de suite, immédiatement vers les contrastes les plus forts, et après vous allez naviguer dans la peinture selon la composition de cette peinture. Si la peinture est mauvaise, vous allez sortir souvent des coins de l'illustration, et au final il n'y aura aucune boucle visuelle. Mais si la composition est bien faite, si les contrastes sont bien placés, vous allez vous rendre compte que votre regard va faire toujours la même chose. Et si vous comparez avec d'autres individus, vous allez voir, tout dépend aussi du niveau de l'individu, du niveau de l'expérience visuelle qu'il a déjà.
et de l'acuité visuelle, mais avec les contrastes, ça marche toujours la même chose, ça marche quasiment pour tout le monde, donc que ce soit sur n'importe quelle image d'ailleurs, vous allez voir nettement la similarité entre les attitudes des observateurs. Les valeurs avant tout, avant les couleurs. C'est encore une fois, les valeurs vont constituer fortement une image, vont donner ce pouvoir à une image incroyable, et c'est pour ça que la lumière, il faut absolument comprendre la lumière, il faut absolument la maîtriser pour maîtriser tout le reste. Et à partir du moment où vous avez compris la lumière, à partir du moment où vous êtes à l'aise avec la lumière, vous allez commencer à vous faire plaisir en dessin, ça c'est une certitude, et en peinture aussi, c'est une certitude. Un autre type de contraste est le contraste de teinte. Ici, dans cette peinture de Raphaël, vous voyez toutes les tuniques avec des couleurs différentes, et on en a pour tous les goûts ici. Mais si on devait éteindre toutes ces couleurs, regardez ce qui se passe. Eh ben, plus grand chose en fait. On voit encore certaines silhouettes qui se détachent, mais il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est que les personnages se distinguent un petit peu moins, tandis que si on remet la couleur, vous allez voir que d'un coup, tous les personnages par rapport au fond se distinguent vraiment nettement. Donc c'est une possibilité aussi pour vous de mettre en avant des personnages, de mettre en avant, même si on n'utilise pas de complémentaire ou autre, hein, c'est juste pour différencier certains personnages. Si vous avez 2 ou 3 protagonistes dans votre image par exemple, et c'est un très bon moyen pour distinguer aussi d'autres objets, et peut-être même des arbres, pourquoi pas, peut-être même pour d'autres choses, peu importe ce dont votre illustration parle, mais c'est un type de contraste qu'il ne faut pas négliger. Le contraste de teinte est aussi utilisé pour exprimer l'abondance. Donc par exemple, on retrouve dans certaines peintures, ici c'est une peinture de Charles Notes, on voit vraiment la diversité, et la diversité va exprimer irrémédiablement l'abondance. Donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser, par exemple si vous avez une scène de marché, ou une scène de... peu importe, mais avec beaucoup de choses similaires, et en même temps de choses différentes, vous pouvez utiliser la variété, et donc le contraste de teintes. Dans cette peinture de William Gosse, on voit nettement le contraste de teintes. Ici, par exemple, j'ai l'impression que cette scène tourne vraiment autour de ce personnage-là, où toutes les courtisanes sont autour, donc il y a une espèce de richesse, comme une espèce de harem, si je peux me permettre. Mais c'est un peu ça, donc... en tout cas, ça me donne cette impression-là, cette impression que ça, il s'agit de richissimes qui arrivent sur la scène, et que là, d'un coup, il y a une concentration de courtisanes, donc c'est assez intéressant aussi de voir ce contraste dans ces conditions-là. Vous pouvez l'utiliser bien sûr dans d'autres conditions, après il suffit de faire intervenir votre créativité ou de s'inspirer d'images déjà connues, mais vous pourrez le noter en observant bien certaines images, comment l'auteur ou le peintre a pu faire pour contraster certaines parties de l'image sans forcément utiliser les valeurs. Un des contrastes les plus intéressants que je connaisse dans la couleur, c'est le contraste de température. Notez comme sur beaucoup de peintures que vous allez trouver, et à chaque fois que vous observez une peinture, regardez bien ce qui se passe, mais quand vous regardez par exemple la lumière, si la lumière paraît chaude, souvent les ombres paraissent froides, et c'est une technique très employée pour les extérieurs. Et vous regardez, même les peintres contemporains utilisent ça. Claude Monet aussi utilisait ça parfaitement, donc à l'extérieur évidemment aussi. À l'intérieur, on peut retrouver des peintures bien sûr à l'intérieur où il y a ce schéma lumière chaude, ombre froide, mais ce qui arrive souvent à l'intérieur, c'est exactement le contraire, c'est plutôt une lumière froide et des ombres chaudes. Vous trouverez les deux schémas, évidemment, et même à l'extérieur, vous trouverez aussi un schéma différent, un schéma inverse, mais en général, les peintres à l'extérieur utilisent toujours ça. Donc ici, vous avez vu en plus la tunique, comme la tunique met en valeur la lumière du ciel, comme l'ombrelle vient protéger de la lumière du soleil, en tout cas là, ça saute vraiment aux yeux. Tout ce qui est protégé par l'ombrelle ici prend la couleur en fait du ciel. Là aussi il y a un rebond. Toute cette couleur qui revient en fait c'est la couleur qui revient du sol. Donc ça c'est des rehauts qu'il y a par rapport au sol ici, c'est la lumière réfléchie. Et regardez aussi la différence de température sur la tunique du jeune homme derrière. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça aussi de cette façon, parce que ça va, perceptuellement, ça va vraiment
favoriser vos illustrations si vous pensez comme ça, plutôt que de se dire oui je vais utiliser une palette avec cette couleur, cette couleur, cette couleur. Plutôt dites-vous, est-ce que ma lumière est chaude, et peu importe la couleur de la lumière, et est-ce que l'ombre est froide par exemple. Et vous allez voir qu'en pensant comme ça va vous simplifier énormément les choses, vraiment. Un autre exemple ici, donc c'est une peinture de William Adolphe Bouguereau. Si vous ne le connaissez pas, allez voir son œuvre, il est tout simplement incroyable. Ici, c'est donc le schéma exactement inverse. Ici, la lumière est plutôt froide et les ombres sont plutôt chaudes, on peut le noter. Ici, regardez comme la lumière paraît froide sur la peau, et ici, comme les ombres paraissent un peu plus chaudes, ici, c'est vraiment notable. Donc, on peut avoir un peu de tout, mais il faut bien s'en apercevoir. Il faut bien faire la différence, parce que si vous commencez à peindre une lumière froide ou aussi chaude que l'ombre, vous allez tout de suite avoir un problème en fait. Vous avez un problème de lecture, un problème de composition, et votre peinture n'aura plus le même impact sur les observateurs. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, et c'est peut-être un des contrastes les plus importants juste après les valeurs. Un autre exemple de contraste, c'est le contraste de saturation. Ici, dans cette peinture de Claude Monet, on voit où est la saturation. Elle est dans les fleurs, et c'est vraiment notable par rapport au reste de l'herbe qui est assez grisâtre finalement, et qui ne ressort pas trop. Mais là, on a non seulement un contraste de teinte, mais aussi un contraste de saturation. Ça flash vraiment les yeux, et c'est vraiment notable. D'ailleurs, il a appelé sa peinture Wild Poppies, qui veut dire coquelicot sauvage, et c'est pas pour rien. Un autre exemple de contraste de saturation, cet exemple de peinture d'Anders Zorn, que j'adore. Ici, on voit nettement la variation de saturation. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur votre moniteur, sur le mien en tout cas. Ici, la saturation est relativement faible. Ici, la saturation est relativement forte. Donc là, tout ramène vers le visage ici. Et pas que les contrastes de valeur, il y a aussi les contrastes de saturation, comme je dis. Et la différence ici, de saturation entre la zone basse et la zone haute. Donc tout ramène vers ce contraste de saturation ici, et comme de par hasard, il s'agit du visage de cette dame. Un autre type de contraste, c'est le contraste de proportion de couleurs. Ici, dans ces 4 illustrations, les unes à côté des autres, d'Alphonse Mucha, qui s'appellent les 4 saisons d'ailleurs, on a différentes proportions de couleurs dans chaque image, et ça va nous permettre de savoir de quelle saison il s'agit. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faudra vous dire aussi, et même quand vous utilisez des lumières assez directionnelles dans vos illustrations, dites-vous combien par exemple mes jaunes vont tenir de place dans mon illustration, combien les bleus vont tenir de place dans mon illustration, combien les rouges vont tenir de place, etc. etc. pour savoir exactement quelle est la couleur dominante, quelle est la couleur un petit peu plus mutée, et ça va vous permettre aussi de doser les saturations. Donc c'est intéressant aussi d'aborder le sujet de cette façon, surtout si vous avez plusieurs scènes à différencier, comme l'a fait ici Mucha. Sur cette peinture de Van Gogh, on voit clairement la complémentaire jaune-orangé et bleu. C'est quelque chose qui nous saute aux yeux tout de suite, et d'ailleurs c'est fait exprès. Là, c'est vraiment en plus très très compartimenté, mais bon, il existe bien sûr des effets un petit peu plus subtils pour ce type de contraste. Ici, dans cette peinture de Giovanni Bellini, on trouve donc 2 complémentaires, et même si elles ne sont pas l'une à côté de l'autre, ça va nous sauter aux yeux, et on se rappellera de cette peinture à cause de ça. Voilà, maintenant vous comprenez un petit peu plus ce qui se passe dans une image au niveau des couleurs. Pensez toujours en termes de température, ça aide forcément. Ne pensez pas en termes de rouge et vert, ou de bleu et orange, ou de complémentaires. Plutôt pensez à ce que vous voyez. Perceptuellement, quand vous regardez une image, qu'est-ce que vous voyez en premier? Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui ne vous choque pas aussi? Comprenez aussi les harmonies qui vont avec, les contrastes qui vont avec, qui sont vraiment 2 choses différentes. Et à partir de là, une fois que tout est plus clair dans votre tête, il devient beaucoup plus simple de trouver une palette pour l'émotion et le message que vous voulez faire passer dans votre illustration. Voilà, j'espère que cet extrait de la formation Théorie des couleurs vous a plu. Cette formation est absolument, c'est un peu comme la formation composition. C'est une formation qui s'apprend même sans les bases du dessin. C'est des principes qu'on peut appliquer dans une image, dans n'importe quelle image. Et c'est vraiment intéressant que vous allez au musée et que vous connaissez les principes de composition et de théorie des couleurs. Parce que tout
vous pète à la figure. Vous voyez tout. C'est comme si vous voyez dans la matrice. Donc, je vous conseille vraiment d'appliquer ces principes dans vos illustrations, dans vos dessins, dans vos BD, dans vos mangas, dans tout ce que vous voulez, parce que ça fonctionne pour tout en fait. Ça fonctionne pour tout. Et si vous arrivez à mixer tout ça et à prendre de l'expérience en faisant tout ça, vous allez voir, vous allez devenir super bon en termes d'image. En fait, vous allez devenir un technicien, voire un ingénieur de l'image, juste en connaissant ces principes-là. Et je rigole même pas. Et si vous prenez des photos, d'ailleurs, si vous aimez les photos, vous allez voir que quand vous allez faire de la photo, vous allez comprendre ces principes-là. Au début, c'est difficile parce qu'on apprend le principe, ça prend un petit moment avant d'apprendre le principe et d'appliquer les choses dans nos propres illustrations. Par contre, pour comprendre, ça prend pas beaucoup de temps. Et ça nous ouvre énormément l'esprit. Donc faites des efforts sur ces deux aspects-là, composition et théorie des couleurs, votre vie créative va changer. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et à activer la petite cloche parce que comme ça vous allez être prévenu rapidement des nouveaux contenus qui arrivent sur la chaîne. Et donc, si je vous fais gagner des cadeaux, vous répondrez plus vite que les autres. Et oui. Donc n'hésitez pas à activer surtout la petite cloche, c'est ça le plus important je pense. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.